Parfait. Merci beaucoup Lucie, merci Gaëtan de t'être levé pour, pour cette présentation. Heureusement c'est filmé je crois. Euh, et merci beaucoup à vous d'être venus dans notre belle ville de Bordeaux. On est ravis de vous accueillir et on serait ravis de vous réaccueillir si vous voulez venir faire un petit stage chez nous pour approfondir. Voilà un petit message passé comme ça. Moi je suis hématologue au CHU de Bordeaux, je m'occupe particulièrement des patients qui reçoivent des carticelles dans le cadre de leur lymphome et on m'a demandé de parler du devenir des patients après carticelle. Alors j'ai des liens d'intérêt que je vous ai présentés là avec à peu près tous les fabricants de carticelles. Et juste pour rappel, les carticelles et les lymphomes, c'est 4 produits qui ont la MM en France. Alors le plus ancien, on va dire, c'est Tisacel Kymriah, qui est indiqué dans le lymphome B diffus à grande cellule à partir de la 3e ligne, qui est aussi indiqué dans le lymphome folliculaire après 2 lignes. Il y a Axicel qui est également un des plus anciens dans le lymphome B diffus à grande cellule en 3e ligne, mais aussi pour les rechutes dans les 12 premiers mois, dans le lymphome primitif du médiastin en 2e ligne et dans le lymphome folliculaire à partir de la 4e ligne. Il y a Tecartus dans le lymphome du manteau et Breyanzi, le dernier arrivé en 2022, qui a l'indication en 2e ligne dans le lymphome B diffus à grande cellule et le primitif du médiastin, également le 3B. C'est pour dire que les produits se multiplient, les indications se multiplient, et là je ne rentre même pas dans les indications dans la LAL et également dans le myélome qui vont s'étendre. Alors, les carticelles, est-ce que ça guérit? C'est quand même une des premières questions. Et dans le lymphome B diffus à grande cellule, je pense que vraiment qu'on peut commencer à répondre oui, avec les Césuma 1, qui est le premier essai pivot avec Axicel. Et en 2023 ont été publiés les données avec un suivi médian qui est supérieur à 5 ans. Et il y a sur cette courbe 2 choses à voir. La première, c'est la courbe qui diminue très vite, la courbe de PFS dans les 3 à 6 premiers mois. C'est là où il y a l'essentiel des rechutes. Et ensuite, il y a qui se dessine une sorte de plateau avec, pour la PFS, un plateau un peu supérieur à 30%. Et puis, si on s'intéresse à la survie globale, mais qui n'est la survie globale en enlevant les événements qui ne sont pas liés à la maladie, on est à plus de 50% de survie. Donc effectivement, on va avoir des patients qui sont guéris, et là on parle de la 3e ligne, on n'a pas de données aussi longues pour la 2e ligne, des patients qui sont guéris avec les carticelles. Et donc, quel est le devenir de ces patients une fois qu'ils ont reçu le traitement? Alors, on l'a vu, il y a une partie qui va rechuter, donc je vais vous en parler, c'est peut-être pas le thème principal, mais malheureusement, ça arrive. Et il y a les autres complications, et donc on les détaillera. Alors, les patients qui rechutent, vous avez vu, c'est essentiellement des rechutes précoces et si on s'intéresse à la 3e ligne et aux patients qui rechutent après la 3e ligne, le pronostic il est très défavorable avec une survie médiane qui est inférieure à 3 mois. Alors ça c'est la courbe de gauche. Si vous regardez la courbe de droite, c'est Roberta Di Blasi à Saint-Louis qui a un petit peu détaillé entre les patients qui rechutent en rouge dans le premier mois, puis les patients qui rechutent tardivement. C'est la courbe verte après 3 mois et ceux-là ont un pronostic qui est un peu moins défavorable, on va dire. Alors pourquoi les patients rechutent? Ça pourrait être l'objet d'un topo à lui seul, mais ça peut être un défaut des carticelles qui s'expandent mal, qui font face à un micro-environnement régulateur. Ça peut être la tumeur qui module son CD19 par exemple si c'est la cible. Ça peut être des toxicités, ça peut être un problème d'accès à la tumeur. Il y a de nombreux mécanismes. En tout cas, pour ces patients qui rechutent, en France encore, le LISA a mené une étude qui s'appelait BICAR, les bispécifiques après les carticelles, et qui s'est intéressé spécifiquement aux patients avec, bon, il y avait plusieurs cohortes, mais là on va prendre celle du lymphome B diffus. C'était un essai de phase 2 non randomisé, et comme vous pouvez le voir ici,
en haut à gauche, on a la survie globale. On peut voir qu'elle se compare très favorablement aux courbes qu'on a vues précédemment, avec une survie médiane de plus d'un an. Et si on s'intéresse aux patients qui sont en réponse complète, donc c'est en bas à droite, il y a clairement un plateau qui semble se dessiner. Donc on peut guérir des patients en rechute après carticelle avec des bispécifiques. Et a été accepté cette semaine, donc vous l'avez vraiment en avant-première, un autre article par l'équipe de Saint-Louis qui essaye de comparer en fait les différentes stratégies de rechute après carticelle. Et bon, bien sûr, c'est rétrospectif, il y a des biais, mais ça semble être les bispécifiques qui donnent la meilleure survie sans progression en rechute post-carticelle. Et si on compare, et c'est les courbes du bas, les patients qui ont reçu des bispécifiques versus ceux qui n'en ont pas eu, ben, ça semble très en faveur de ce traitement. Donc, logiquement, c'est devenu la proposition standard. Je ne vais pas détailler, mais ça, ce sont les recommandations de l'ESMO qui sont sorties cet été sur tous les lymphomes. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Les recommandations du LISA pour la France, elles ont été soumises, elles sont en cours de relecture, donc elles ne devraient pas tarder à sortir non plus. Mais toutes, elles proposent, après les carticelles, que ce soit en deuxième ou en troisième ligne, selon quand on les a reçus, le glofitamab en premier, ou l'association glofitamab-Gemox, qui a l'AMM mais qui n'est pas remboursée en France. Également pour les Américains, l'odronextamab. Voilà. Si on s'intéresse au nombre de patients qui ont été injectés, donc c'est vraiment un nombre exponentiel. J'ai même retrouvé la courbe. Donc ça, c'est les patients qui sont inclus dans le registre Descartes, donc où normalement il y a tous les patients qui reçoivent des carticelles. En France, on est à plus de 5000 patients dans ce registre. Et si on s'intéresse à la deuxième ligne, on voit à chaque mois il y a de plus en plus de patients. Alors peut-être ça ralentit un petit peu ces derniers mois avec l'avènement du Glofi-Gemox, mais globalement, quand on regarde les courbes, on voit que vraiment il y a de plus en plus de patients et donc de plus en plus de survivants, donc ça va poser des questions. Alors, un bref rappel. Lucie, tu me dis si je dépasse trop. Un bref rappel de comment ça se passe les carticelles. Donc le patient va être adressé au centre qualifié. S'il vient pas de ce centre-là, il va avoir un prélèvement de lymphocytes T qui va être envoyé au laboratoire pour être reprogrammé génétiquement avec l'introduction d'un transcrit de CAR. Il va avoir éventuellement un traitement d'attente, c'est le bridging. Puis, environ un mois après l'aphérèse, il va être hospitalisé pour avoir ce qu'on appelle une lymphodéplétion, donc à la fois de la fludarabine et de l'endoxan, qui est très qui va avoir un effet lymphopéniant majeur, et puis une administration de carticelles et une surveillance pour les effets indésirables et immédiats que sont le syndrome de relargage cytokinique, la toxicité neurologique, éventuellement les infections, et on va garder les patients en général une semaine à 15 jours, ça dépend de nombreux facteurs, en partie logistiques. Puis le patient va être suivi et dans le cas du lymphome B diffus à cancellule où c'est bien codifié, en général, il va avoir des évaluations à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et on est réglementairement tenu de suivre les patients pendant 15 ans. Alors la partie à laquelle on va s'intéresser, c'est celle après 1 mois. La partie un peu tardive. On a passé les CRS et les AICANS, normalement, et on va s'intéresser à ce qui se passe après. Alors, ce qui se passe après, c'est une toxicité qui commence à être de mieux en mieux décrite. C'est ce qu'on appelle maintenant les AICAT. Ouais, j'aurais dû mettre un mème avec un chat, mais je ne maîtrise pas assez. Donc, les AICAT, moi qui m'occupe beaucoup des patients après leur sortie d'hospitalisation, c'est en train de devenir mon problème principal. Alors, de quoi on parle ? On parle bien sûr des cytopénies
associée aux cellules, l'hématotoxicité associée aux cellules immunitaires, c'est ça que ça veut dire ICAT. Et le premier mois, si on regarde par exemple cette figure, en fait, plus les couleurs sont foncées, plus le grade de lymphopénie, de neutropénie ou de thrombopénie est présent. Donc les 4 premières semaines, on voit que la plupart des patients ont des cytopénies, mais lorsqu'on s'intéresse aux 6 premiers mois, certains patients, alors bien sûr ils sont tous lymphopéniques, mais certains patients conservent des neutropénies de grade 3-4, des thrombopénies également avec des besoins transfusionnels, de l'anémie, et tout ça persiste même jusqu'à 1 an. Une autre façon de le voir, c'est avec ce swimmer plot. Si vous regardez, donc en rouge, en bas, c'est les patients qui ne vont pas avoir des réponses prolongées, mais en haut, si on s'intéresse y compris aux réponses prolongées, et qu'on regarde les petits signes, les carrés, les triangles, les losanges, on peut voir qu'il y en a beaucoup, y compris dans les 3 premiers mois, et que ça peut persister la première année. Donc ça a fait l'objet de recommandations qui sont sorties en 2023 pour essayer de voir, parce que on sépare du coup cette hématotoxicité précoce de la tardive. On a essayé notamment pour la neutropénie, de donner des critères qui sont plus relevants que ceux qui étaient utilisés par l'OMS par exemple, qui prend en compte que la profondeur. Et également, un score a été élaboré que je vous invite tous à utiliser, qui est le score CAR hématotox, qui est assez facile à faire puisqu'il suffit d'une NFS, d'une CRP et d'une ferritinémie, et qui permet de séparer les patients qui ont un lymphome entre bas risque et haut risque. Ça semble aussi fonctionner pour les myélomes. On peut voir que si on est à bas risque, on a 2-3% de risque de faire carrément une aplasie médulaire. Ça monte à 1/3 des patients si on est à haut risque. Donc c'est vraiment pas anodin. Alors les facteurs de risque d'ICAT, ils commencent à être bien connus. La plupart du temps, on peut malheureusement pas agir dessus, mais c'est par exemple les LAL vont faire beaucoup plus d'ICAT que les lymphomes B diffus. Les traitements qu'on a reçus avant, notamment si on a reçu une autogreffe ou une allogreffe, c'est un facteur de risque, évidemment. Si on a une infiltration médulaire, on est plus à risque. Si on est très inflammatoire, également. Et puis il y a aussi des carticelles qui donnent plus d'ICAT que d'autres, notamment ceux avec une molécule de costimulation CD28 comme Axicel. Alors la prise en charge, voici une proposition dans le cadre des recommandations. C'est essentiellement en premier lieu du GCSF, et pour les patients qui sont réfractaires au GCSF, un certain nombre d'investigations sont proposées, notamment avec un myélogramme, mais aussi un bilan viral, vitaminique, etc. Et pour les patients qui restent réfractaires au GCSF et qui ont un bilan négatif, de la thrombopoïétine, et si possible un boost avec une autogreffe médulaire pour les patients qui ont un greffon congelé. Il n'y a pas longtemps, ça nous a sauvé un patient, mais avec la deuxième ligne, les patients qui ont un greffon congelé disponible, ils sont de plus en plus rares. Ça sera peut-être moins le cas pour les patients avec un myélome. L'autre complication qui occupe beaucoup, c'est bien sûr les infections. Alors dans la phase aiguë, il y a tout ce qui est bactérien, mais ensuite, lorsque le patient sort, le profil d'infection va se déplacer vers les virus respiratoires principalement, puis aussi quelque part les parasites et champignons, avec la pneumocystose essentiellement. Alors c'est lié au déficit immunitaire cellulaire, mais aussi bien sûr l'aplasie B, l'hypogammaglobulinémie dans les quartiers anti-CD19. Alors vraiment on peut différencier le risque infectieux dans la phase précoce. Au niveau, quand on est après le premier mois, ça va vraiment être plus lié à la lymphopénie, à l'hypogammaglobulinémie, aux neutropénies fluctuantes, ou éventuellement si le patient a
une hémopathie maligne secondaire, ça peut aider. Et donc, encore une fois, plus de virus et plus de parasites. Alors, une autre façon de le présenter, c'est avec cette courbe. Alors, on peut voir deux choses à retenir, je dirais, notamment sur la figure de gauche. C'est que déjà, la plupart des infections, elles sont quand même au début, et que, ce qui paraît assez instinctif, mais les infections diminuent, et ensuite, la gravité également diminue avec le temps. Hein, mais on part d'un profil où il y avait beaucoup de grades élevés et beaucoup de bactériémie à beaucoup de faibles grades et beaucoup d'infections virales. Alors c'est en lien avec la reconstitution immunologique qu'il va falloir monitorer. Alors pour les lymphocytes T, on récupère relativement rapidement, je dirais, puisque c'est lié au conditionnement, des lymphocytes CD4. En général, à 6 mois, 1 an, la plupart des patients commencent à s'approcher des 200 par millimètre cube, qui sont un seuil un peu au doigt mouillé, mais qui traîne un petit peu partout, je pense à cause du VIH. Mais certains patients vont vraiment avoir des difficultés à récupérer à cause de situations préexistantes, comme par exemple l'âge où ils ont été inondés de corticoïdes ou leur traitement antérieur. Pour la reconstitution lymphocytaire B, c'est un petit peu plus pénible puisqu'on s'intéresse au CAR-T anti-CD19. En fait, ne pas avoir de lymphocyte B, c'est un essai on target of tumor, comme on dit en bon français. Et donc, c'est normal de plus avoir de lymphocyte B. C'est un peu ce qu'on cherche. Certains patients vont avoir une aplasie B qui va persister des années et des années. Il y aura d'ailleurs un exemple après. À 1 an, c'est 60% des patients qui n'ont plus de lymphocyte B. Et pourtant, chez une petite proportion de ceux-là, on ne retrouve pas de CAR-T-cell. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant dans les maladies auto-immunes, donc c'est un champ qui se développe, mais pour nos patients, ça peut être vraiment embêtant. Et la contrepartie de ça, c'est qu'en plus, la plupart des patients ont une hypogammaglobulinémie profonde, et donc c'est également les 2 tiers des patients qui vont avoir moins de 4 grammes par décilitre de gamma-globuline. Donc, par rapport à ces déficits immunitaires, les recommandations finalement, elles sont plutôt basées sur l'expérience et elles sont plutôt de bon sens. Donc on propose de monitorer l'hémogramme, bien sûr. On propose de monitorer la réactivation virale seulement sur point d'appel pour ce qui est du CMV, de l'EBV, de l'adénovirus aussi dans certaines situations. Et pour ce qui est des immunoglobulines, on suit les recommandations de l'HAS pour notre part, et donc on ne substitue que chez les patients symptomatiques. Je ferai peut-être une exception en pédiatrie où nos confrères pédiatres y substituent systématiquement les patients. Il y a des raisons bien sûr physiologiques pour ça. En ce qui concerne les prophylaxies, on recommande le cotrimoxazole, le valacyclovir pour tous les patients, évidemment. Et la vraie question, c'est quand est-ce qu'on arrête? Alors moi, quand j'ai débuté l'activité de CAR-T-cell, j'arrêtais à 1 an quand les patients avaient effectivement récupéré des gamma-globulines et des CD4. J'ai eu plusieurs pneumocystoses, plusieurs zonas, donc maintenant, c'est vraiment personnel, mais moi, je dis à mes patients 2 ans et j'essaye de leur proposer maintenant le vaccin contre le zona, le Shingrix. Voilà. Pour la prophylaxie antifongique, ça va dépendre de la neutropénie essentiellement, mais chez la plupart des patients, il n'y en aura pas besoin. Et on a déjà parlé de la supplémentation d'immunoglobulines. La question de la vaccination, elle est pas tranchée. Moi, j'aime bien les recommandations françaises parce que, bien qu'anciennes, elles sont relativement simples. Donc, on recommande la vaccination grippe et Covid dès le 3e mois. Je pense que ça mange pas de pain. La plupart des patients, ils sont d'accord. Là, c'est pas à jour, mais à partir du 6e mois, on peut proposer le nouveau vaccin contre le pneumocoque, le Prevnar 20.
Et il est recommandé de regarder si les patients ont une sérologie d'été polio, par exemple, si elle est toujours présente, et si ce n'est pas le cas, de les revacciner, de revérifier leur sérologie. Donc l'immunomonitoring, on en a un petit peu parlé, mais il faut vraiment essayer de monitorer M1, M2, M3, M6, M9, M12, les lymphocytes B, les lymphocytes T, l'électrophorèse des protéines plasmatiques, et si on en a la possibilité, essayer de voir s'il y a des carticelles détectables. Ensuite, les toxicités neurologiques tardives. Alors si on parle des ICANS, c'est rarissime après le 30e jour. Il y a des, il y a des données anecdotiques. Certains patients ont fait peut-être des ICANS à la sortie de l'hôpital ou après le premier mois, mais vraiment, c'est anecdotique. On ne les retrouve pas dans nos cohortes, dans notre expérience. Il n'y en a pas. Par contre, si un patient a un événement neurologique après le 30e jour, il faut toujours se poser la question d'une infection. Donc, nous, on a un cas marquant d'encéphalite limbique à HHV6, hein, ça marque. Et la deuxième chose, et qui, dans mon expérience, est la plus fréquente, un patient qui a des troubles neurologiques après le premier mois, c'est souvent une rechute encéphalique. Hein, donc c'est aussi l'idée à avoir tout ça. Mais il y a une exception dont en France on est mal placé pour vous parler parce que Siltacel n'a pas le remboursement, mais c'est les quartiers anti-BCMA qui peuvent donner des troubles neurologiques ou pseudo-parkinsoniens qui, enfin voilà, ça va mimer un Parkinson, ça peut arriver toute la première année, hein, et donc il est recommandé d'avoir une surveillance neurologique assez rapprochée de ces patients la première année. Alors, les néoplasies secondaires. Alors, ça englobe deux choses, on va dire, parce que il y a un an, il y a un peu eu un branle-bas de combat qui venait des États-Unis, notamment de l'agence de la FDA, par rapport au lymphome T secondaire. Donc, l'idée, c'est que par mutagénèse insertionnelle, on pourrait favoriser le risque de lymphome T. Donc ils avaient retrouvé, mais essentiellement chez des patients traités dans le cadre de myélome, des cas où on retrouvait dans les lymphomes T le transcrit en fait du carticelle, donc 22 cas. Donc 22 cas, 40 000 carticelles, ça reste quelque chose de plutôt rare, mais quand même à prendre en compte, surtout si on veut faire des cartis à des myélomes indolents ou des MGUS de haut risque. Et nous, on a repris plus de 3000 patients traités dans le registre Descartes, et on a retrouvé un lymphome T, un Césari d'ailleurs, qui avait le transcrit. Donc pareil, 1 sur 3000, rare, mais l'autre chose que ça me dit, c'est si un patient fait une rechute tardive après carticelle, on voit c'est pas extrêmement fréquent, ça c'est une attitude, on s'en félicite toujours, mais il faut rebiopsier. Toujours rebiopsier, être sûr, est-ce que c'est bien le même lymphome. Et puis, plus classiquement, il y a le risque de second cancer. On a environ 5% de second cancer quand on regarde tous les patients qui sont survivants à long terme de carticelle. 5% de second cancer chez 4% de patients, donc il y en a qui cumulent un petit peu. Alors, est-ce que c'est les carticelles? Est-ce que c'est l'immunodépression? Est-ce que c'est les traitements antérieurs? Puisque certains patients ont été autogreffés, allogreffés. Toujours compliqué à dire. En tout cas, il y a une surreprésentation des hémopathies malignes secondaires, notamment les SMD, les leucémies aiguës. On en a malheureusement tous, dès qu'on commence à avoir une cohorte de patients traités par carticelle un peu importante, on a des LA secondaires ou des SMD qui sont parfois de haut risque. Et donc, par rapport à ce qu'on se disait pour les AICAT, si l'AICAT persiste, il faut aller au myélogramme pour vérifier. Ensuite, les cancers qui viennent le plus sont les cancers cutanés, qui sont évidemment à dépister. Et pour le reste, il faut recommander aux patients, bien sûr, de suivre les programmes de dépistage organisés. Voilà. Alors, la qualité de vie, moi, mes
mes premiers patients que j'ai traités en 3e ligne, un certain nombre avaient eu 2 lignes de chimio, voire une autogreffe avant. Et c'est vrai que tous, ils m'ont dit que le traitement par CAR-T-cell, globalement, avait une meilleure qualité de vie. Et ça peut se retrouver si... alors c'est très... comment dire, c'est très imparfait évidemment, mais avec les questionnaires de qualité de vie, c'est la courbe que je présente à gauche, qui montre que le premier mois, la qualité de vie évidemment elle se dégrade avec l'hospitalisation, le CRS, les ICANS, les transfusions, le stress, mais globalement à 3 mois, les patients recouvrent leur qualité de vie antérieure. Et par rapport aux chiffres qu'on a dans la plupart des autogreffes où ça va être 6-9 mois, on voit que c'est assez intéressant. Et à droite, j'ai mis les chiffres pour ce qui était d'une étude de troubles psychologiques. Donc, par exemple, l'anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique. Moi, ce qui m'a marqué déjà dans ces chiffres, c'est qu'ils sont déjà assez importants quand les patients débutent. Quand même, presque 30% de syndrome de stress post-traumatique, c'est beaucoup. Ça s'aggrave avant de s'améliorer pour les patients guéris. Ça paraît de bon sens, mais voilà. Et pour terminer, un petit mot sur CAR-T-cell et fertilité, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Alors c'est vrai que si on fait des CAR-T de myélome, il y aura très peu de patients qui vont être concernés par ça, en tout cas pour les patientes. Par contre, si on se met du côté LAL, là, ça va sans doute concerner plus de monde. Et il se trouve qu'on a peu de données. Donc là, j'ai montré un tableau qui est issu de la plus grosse étude, enfin ils ont... Oui, étude américaine. Enfin, ils ont fait un sondage, voilà, j'arrive à dire, auprès de 300 centres. A priori, il y en a 66 qui ont répondu, donc je ne sais pas à quel point c'est représentatif, mais enfin, ils leur demandaient s'ils avaient eu des patients qui avaient eu des enfants après CAR-T-cell. Alors, il y en a eu, c'était souvent, vous voyez, 1 an après. Bon, pareil, ça paraît du bon sens. Vous pouvez rentrer, je ne me vexerai pas. Donc, il y a eu des cas de grossesse après CAR-T-cell, mais ça reste quand même des petits chiffres. Et ça pose des questions. Est-ce que une femme qui a encore des CAR-T-cell ou qui a une hypogammaglobulinémie B, donc on est à 1 an, 2 ans, elle peut avoir une grossesse en toute sécurité. Et donc ça, je pense que ça demande, et finalement, c'est les recommandations qui sont émises par la société américaine, elles reflètent ça. Ça demande en fait une personnalisation et une coordination entre l'hématologue et l'équipe de gynécologie obstétrique qui va s'occuper de la patiente. Mais enfin, je voulais terminer par une bonne nouvelle. C'est un cas rapporté avril 2025 par les Anglais, avec une jeune femme qui avait encore des CAR-T-cell parfaitement détectables, qui avait une aplasie B, et qui a donné naissance à un petit garçon en parfaite santé. Donc elle avait des CAR-T-cell dans le sang, elle en avait dans le lait maternel. Et l'enfant est né avec un système immunitaire totalement normal, des lymphocytes B et pas de CAR-T-cell détectables, y compris à distance. Alors bien sûr, il va falloir sans doute d'autres cas pour se rassurer, mais voilà, je voulais terminer par cette note d'espoir. C'est quand même un de nos plaisirs quand un patient guéri vient nous annoncer que une patiente ou un patient qu'ils attendent ou qu'ils ont eu un enfant. Voilà. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais 2 questions. La première, c'est sur la gestion des ICAT. Du coup, pour l'histoire de boost CD34, est-ce qu'il n'y aurait pas une question à avoir de prélever un greffon si les patients ont des scores élevés ou ont la lymphaphérèse ? Est-ce qu'on peut le faire en même temps ou est-ce que c'est pas possible ? Ça pourrait peut-être mettre du GCSF, ça pourrait peut-être stimuler les T avant prélèvement.
Alors c'est une excellente question et bon, bien sûr j'ai pas de réponse toute faite, mais je pense que c'est vrai qu'avec les quartiers en deuxième ligne, on peut abandonner l'idée d'avoir un greffon un peu par hasard qui traîne dans le frigo. Mon problème, c'est les carticelles, quand même, ça. Je me rends compte avec l'expérience, ça prête qu'aux riches, comme on dit, c'est-à-dire que ça va mieux guérir les patients qui ont une petite masse, une maladie indolente, etc. Et par définition, les patients très inflammatoires, ils ont des grosses masses, ils sont urgents, on n'a pas beaucoup de temps pour organiser une aphérèse. Donc, en fait, on a envie, mais on n'y arrive pas. Mais on va participer, j'espère, en 2026, à un quartier anti-CD22. C'est une boîte de New York qui nous le propose, et eux dans leur design, en fait, c'est exactement ce que tu proposes, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on fasse. Alors le problème du CAR hématotox, c'est qu'il se fait au moment de la lymphodéplétion, donc il faut l'avoir un peu anticipé, mais un patient qui a un CAR hématotox score élevé au moment de la lymphodéplétion, ils exigent qu'on ait un greffon de sauvetage. Donc ça veut dire que ceux qu'on sent pas, effectivement, pendant la période d'attente, eh ben on va leur prélever un greffon. Mais ça veut dire que ça va quand même sélectionner une population, voilà, sans doute moins grave. Alors c'est des quartiers anti-CD22 à faire après des quartiers anti-CD19. Enfin, je pense que ça va être un vrai challenge. Mais c'est voilà. Alors il y a quand même la population des lymphomes cérébraux pour lequel on a souvent un greffon encore. Voilà. Ok, merci. Et la deuxième question, c'était donc on traite des lymphomes agressifs, mais qui sont parfois sous-jacents à lymphome indolent. Est-ce qu'il y a des rechutes de lymphome indolent à distance de carticelle pour une progression agressive? Alors, j'ai pas la réponse à la question. Parce que déjà, je pense que j'ai présenté les données de Zooma 1, qui est le plus ancien essai, et les lymphomes transformés, par exemple, étaient exclus. C'était pas une étiologie, enfin une histologie qu'on pouvait inclure. Mais par contre, il y a une étude qui s'appelle Transcar, encore une étude à partir du registre Descartes, qui s'est intéressée particulièrement à la population des lymphomes transformés. Donc issus de folliculaires ou de zones marginales pour la plupart. Il n'y avait pas de Richter, il n'y avait pas de Waldenström, mais il y a eu une étude à côté pour les Waldenström, et en fait ces deux études retrouvent des taux de succès qui sont supérieurs en fait à la moyenne. Donc ça semble extrêmement bien marcher sur le composant agressif. Pour ce qui est du composant indolent, ça va être compliqué. Le carticelle qui est le plus utilisé actuellement, c'est, même si ça peut changer, ça reste Axicel, Yescarta. On sait qu'il a une grande expansion, mais pas de persistance. Et est-ce que pour les lymphomes indolents, il faut de la persistance, un peu comme dans la LL? Je n'ai pas la réponse à la question, on l'aura sans doute dans quelques années. Merci. Je rebondis sur la question de Pierre-Édouard concernant les AE4, la toxicité hématologique. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme? Est-ce que c'est que de l'inflammation ou est-ce qu'il y a une action directe du CAR-T sur la cellule souche hématopoïétique? Non, je peux pas expliquer le mécanisme parce que il est il est pas du tout consensuel. Il y a beaucoup d'hypothèses. J'ai encore vu des revues. Sans doute, ça va ressembler un peu à la neutropénie post-rituximab pour certaines choses. Il y a sans doute des mécanismes communs, et cette neutropénie qui existe depuis 25 ans est toujours pas bien élucidée. Donc sans doute c'est multifactoriel, on le voit bien avec les facteurs de risque. Donc non, à titre personnel, je ne saurais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont une idée et qui bossent là-dessus, mais non. Et est-ce qu'on a des données sur les patients justement greffés pour un AE4 post-carticelle? Alors ça, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, puisque nous, on a commencé très peinard sur les AI4. Hein. Les 2 premières années, ça se passait très bien. On n'avait pas trop non plus de leucémie secondaire, donc je regardais les papiers passer et je me disais, bon, on est quand même meilleur à Bordeaux. Alors on est meilleur à Bordeaux, mais le fait est qu'on a quand même été un peu rattrapé par les statistiques. On a fait 2 autogreffes de sauvetage et on a une allogreffe en cours d'organisation là.
parce qu'il n'y avait pas de greffon. Et donc j'ai regardé dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors il y a plein de données publiées qui montrent que ça marche. Et alors, je ne vais pas monopoliser la parole là, mais on a eu un cas formidable où le patient était intubé, ventilé, une aspergillose, un abcès klebsiel en aplasie médulaire depuis 3 semaines. On lui a fait un boost de CAR-T. Il est sorti d'aplasie en 4 jours, extubé en 1 semaine, retour dans un service à Bayonne. Après, il est en rémission. Hein. Bon, on est 2 mois de suivi, mais voilà. Donc, ça marche très très bien. Pas de doute. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. J'ai juste une question. Est-ce que vous commencez à avoir des données sur les tox tardives pour les CAR-T faits dans le contexte des maladies auto-immunes ou il n'y a encore pas assez de données ? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de données puisque je crois que, alors c'est le professeur Forcade qui était là hier, qui travaille beaucoup ce sujet à Bordeaux et au niveau national. Donc on a eu la chance d'avoir un essai qui était un des premiers essais dans le lupus. Il y avait 10 patients au niveau mondial. Donc ça reste des populations extrêmement sélectionnées. Donc je doute qu'il y ait des données. En tout cas, s'il y en a, moi je les connais pas parce que ça sort un peu de ce que je fais tous les jours. Une dernière question ? Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir invité.